Bonjour à tous, c'est professeur Missoum, Zaha Fdolkom. On va continuer la liste des médicaments immunosuppresseurs en néphrologie par les inhibiteurs du premier signal. En fait, je pense que la plupart de vous ne reconnaîtront pas cet appareil. C'était un téléphone fixe à l'époque et c'était notre façon de bloquer les gens pour qu'ils ne qu'on ne reçoit pas leurs appels. En fait, les inhibiteurs du premier signal, c'est exactement ça. Ils vont décrocher le téléphone, bloquer l'appel des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, les inhibiteurs du premier signal sont les anticalcinurines. Alors, j'attire votre attention que dans cette série, je parle des immunosuppresseurs présents en Algérie. Et quand je vais finir toutes les classes des immunosuppresseurs, je vais vous faire un résumé où je vais parler des doses et des dosages résiduels, les objectifs, les cibles, etc. Et je vais parler des immunosuppresseurs qui n'existent pas en Algérie et de leurs mécanismes sociaux. Donc, il y a deux types d'inhibiteurs du premier signal. C'est la même famille en tout cas, c'est les inhibiteurs de la calcinurine. Donc, c'est les CNI. On a deux types, il y a le néroal qui est extrait d'un champignon et le prographe qui est isolé à partir d'un micro-organisme tellurique, c'est-à-dire qui vient de la terre. En fait, les deux médicaments nous viennent de la terre. Il faut savoir que le tacrolimus est 100 fois plus fort que le néoral. Il a un effet en plus, on va voir tout à l'heure. Donc, souvenez-vous, la cellule présentatrice d'antigène va venir au lymphocyte T naïf présenter l'antigène et avec l'association d'un côté de la cellule présentatrice d'antigène du HLA type 2 et de l'antigène étranger et du côté lymphocytaire T, le TCR et le CD4 qui va reconnaître le HLA type 2, il y aura activation avec cette liaison, l'activation du CD3 qui va envoyer un signal vers le noyau via trois messagers, la calcinurine, les M-kinases et les kinases. Et le message est transmis via les NFAT, les AP1 et les NFKB. Les inhibiteurs de la calcinurine vont bloquer tout simplement ces signaux. Donc, il n'y aura pas de transmission de message, c'est un blocage du signal. Donc, le lymphocyte va agir en confirmant cette inhibition, c'est-à-dire qu'il n'est pas activé, donc il va produire le TGF-bêta et l'interleukine 10, qui sont des interleukines régulatrices immunosuppressifs. Et si vous avez bien compris, les inhibiteurs de la calcinurine ne vont bloquer que les lymphocytes naïfs. Une fois le lymphocyte a été activé dans une voie ou dans une autre, la voie TH1 ou la voie TH2, les inhibiteurs de la calcinurine n'ont aucun effet sur ces lymphocytes. C'est pour ça qu'ils sont toujours associés en transplantation, en tout cas, avec les ATG. En fait, en transplantation, qu'est-ce qu'on fait? C'est un génocide de tous les lymphocytes, et puis les nouveaux, on va les empêcher d'être activés. Donc, retenez, les anticalcinurines ne fonctionnent que sur les lymphocytes T naïfs. Donc, le lymphocyte ainsi bloqué va augmenter la production de... En fait, c'est les T régulateurs. Ils vont augmenter la sécrétion de TGF-bêta et interleukine 10. Donc, c'est un arrêt de signalisation. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le TGF-bêta. Le tacrolimus va produire beaucoup plus de TGF-bêta que la calcinurine. C'est pour ça qu'il a un effet beaucoup plus important que la calcinurine. Mais malheureusement, le TGF-bêta a aussi un autre problème. C'est qu'il est profibrosant. Donc, il va entraîner des fibreuses tissulaires. Et c'est à la base des effets secondaires. En fait, il y a une fibrose neurologique qui va entraîner des troubles neurologiques, notamment les tremblements, les convulsions. On aura une fibreuse osseuse avec une ostéodystrophie osseuse. Et on aura une fibreuse hépatique avec une hépatite médicamenteuse.
Il y a aussi le fait que les anticalcénurines ont beaucoup d'interactions médicamenteuses du fait qu'ils agissent sur le foie, qui sont à élimination, ils sont modulés par le cytochrome P450 au niveau du foie, puis éliminés dans les urines. Donc toute modification du P450 va entraîner une modification de leur effet, notamment par rapport aux inhibiteurs enzymatiques, c'est-à-dire ceux qui inhibent le cytochrome P450, ça va entraîner une augmentation de la concentration sanguine des inhibiteurs de la calcinurine, donc une toxicité. Ces médicaments sont les inhibiteurs calciques, donc il faut faire très attention pour le traitement antihypertenseur. Il faut privilégier l'Amlor. Aussi, il y a une interaction type toxicité par rapport aux antifongiques et aux antibiotiques type macrolide, parce que justement, le tacrolimus en fait, c'est un antibiotique macrolide à la base. Donc, tous ces médicaments font augmenter l'effet des inhibiteurs de la calcinurine, donc risque de toxicité. Il y a d'autres médicaments qui vont augmenter l'activité de le cytochrome P450, donc l'élimination des anticalcinurines, et entraîner justement des sous-dosages avec un risque de rejet, notamment les anticonvulsivants. Donc, il faut faire attention chez les patients épileptiques et certains antibiotiques, surtout antituberculeux, la rifampicine. Il y a certains effets secondaires qui sont propres ou beaucoup plus fréquents côté cyclosporine ou côté tacrolimus. On va les voir ensemble. Donc, tout ce qui est HTA et MAT, c'est plus fréquent pour la cyclosporine. Tout ce qui est à gauche de l'écran, c'est pour la cyclosporine. Tout ce qui est à droite, c'est pour le tacrolimus. Donc, les HTA et les MAT, c'est microangiopathies thrombotiques, sont plus fréquentes pour la cyclosporine qui est vasoconstrictrice. Les troubles métaboliques, en fait, il y a pour les deux, c'est pour les deux médicaments entraînent des troubles métaboliques. La cyclosporine plutôt une hyperlipidémie et une hyperuricémie avec gouttes, et le tacrolimus, c'est plutôt le diabète. La cyclosporine se caractérise par l'induction d'une hypertrophie gingivale. Donc, c'est que la cyclosporine. Tacrolimus ne donne pas ça. Donc, c'est une hypertrophie gingivale qui peut être très invalidante pour nos patients. Il y a aussi l'effet des anticalcinurines sur la pilosité. La cyclosporine va entraîner une hypertrichose, ça veut dire une augmentation de la pilosité chez les femmes, mais ça peut être vraiment très difficile à vivre et très compliqué. Alors que le tacrolimus entraîne une alopécie. Donc, vous voyez que les médicaments anticalcinurines ont des effets secondaires en commun, des effets secondaires propres et des interactions médicamenteuses. Donc, il faut vraiment bien surveiller ces médicaments, enfin les patients qui sont sous inhibiteurs de la calcinurine. L'un des effets les plus, c'est-à-dire qui nous met mal à l'aise, nous néphrologues, c'est la néphrotoxicité. En effet, les CNI, les inhibiteurs de la calcinurine, en anglais on les appelle les CNI, donc c'est des toxicités chroniques. Donc il y a une néphrotoxicité aiguë, c'est une vasoconstriction réversible de l'artériole afférente. Et il y a une toxicité chronique. Cette toxicité chronique va entraîner des lésions avec des insuffisances rénales et des pertes de greffons. C'est les toxicités au long cours. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ces médicaments vont entraîner d'un côté une atteinte directe des cellules tubulaires, une atteinte toxique des cellules tubulaires. Ces cellules tubulaires vont être stressées et vont activer l'apoptose. Donc, il y aura une mort cellulaire, donc un infiltrat des cellules macrophagiques pour manger les cellules tuées. Et les macrophages vont induire la cicatrisation. La cicatrisation, ça passe par les facteurs profibrotiques comme le TGF-bêta, justement, qui est déjà à la base augmenté sous le traitement anticalcinurine. Donc, ça va entraîner des artériopathies, des fibroses interstitielles de cicatrisation et à la longue, une glomérulosclérose, donc une mort des glomérules. D'un autre côté, les CNI entraînent
certes une vasoconstriction aiguë lors des dosages, des surdosages, lorsqu'ils sont extrêmement concentrés ou là, leur taux dans le sérum n'est pas dans la cible normale, mais au long cours, il y a une vasoconstriction chronique avec des lésions endothéliales. Ça va entraîner des lésions d'ischémie, donc ischémie rénale, des petites ischémies qui vont entraîner néanmoins la sécrétion de produits cicatrisants, les facteurs profibrotiques, le TGF-bêta, l'angiotensine 2, etc. Donc c'est des molécules à la base pour cicatriser, donc avec un filtre macrophagique pour phagocyter justement les cellules apoptotiques. Et là, ça va entraîner, tous ces facteurs vont entraîner une fibrose interstitielle et une artériopathie, et notamment une toxicité chronique au CNI et évolution vers l'insuffisance rénale. Donc, il faut être très très vigilant avec des dosages résiduels dans le sang des CNI d'une façon très régulière pour pouvoir faire la part des choses entre le côté positif et le côté négatif de ces médicaments. Il faut savoir trouver le juste équilibre entre efficacité et toxicité. Voilà, j'espère que vous avez bien intégré les CNI. Et à la fin de cette série, je vais vous faire un résumé complet pour ce qui concerne les doses et la surveillance sérique, des taux sériques. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.